Chers collègues, nous reprenons notre partie scientifique et notre premier orateur est le professeur Cédric Hermans. Le professeur Hermans a obtenu son diplôme de docteur en médecine à l'UCL en 1991. Il a entrepris ensuite sa spécialisation en médecine interne, dont une partie aura été transmise à l'autre. Par la suite, avec le soutien du FNRS, il réalise une thèse de doctorat en sciences biomédicales avec orientation toxicologie. En 1999, l'opportunité lui offert de réorienter sa carrière en hématologie, en particulier en assurant la prise en charge et le suivi des patients présentant des troubles hémorragiques ou thrombotiques. Avec le soutien de la Fondation Saint-Luc, il réalise une formation d'1 an au célèbre Royal Free Hospital de Londres, avant de rejoindre le service d'hématologie adulte aux cliniques Saint-Luc. Il assume actuellement la fonction chef de service, entouré d'une équipe dynamique qui allie au quotidien investissement clinique et recherche de qualité. Il a été nommé professeur ordinaire clinique en 2012 et au sein du service d'hématologie, il est responsable de l'unité hémostase thrombose et du centre d'hémophilie auquel il a contribué à donner une réputation internationale. Le titre de sa lecture est L'hémophilie, drame et succès d'une maladie rare. Monsieur Hermans, je vous invite à prendre la parole. Merci beaucoup. Je tiens à remercier l'Académie pour cette opportunité de partager aujourd'hui un grand intérêt pour les maladies hémorragiques et en particulier l'hémophilie, dont je retracerai au cours de la demi-heure qui vient les drames et les succès. Alors l'hémophilie, c'est une maladie qui touche la coagulation du sang. Il faut avouer que la coagulation du sang, quand on fait ses études de médecine, ce n'est pas véritablement ce que l'on préfère. Et je vais essayer de démystifier de façon extrêmement simple, j'espère pas simpliste, ce qu'est la coagulation. Ici, vous voyez, nous sommes dans un vaisseau sanguin, une brèche vasculaire s'est produite, un caillot va se former. Ce caillot est indispensable, la formation d'un caillot, l'hémostase est indispensable à la vie, elle permet au sang de circuler dans les vaisseaux sanguins. Alors ces caillots, vous savez qu'ils peuvent avoir un rôle bénéfique, c'est quand un caillot permet d'occlure une brèche vasculaire, c'est ce qu'on appelle un caillot hémostatique, il est bienvenu, mais ces caillots peuvent également se former dans des endroits où on ne les attend pas, où on ne les espère pas, dans les artères, les veines, ce sont les thromboses. La grande difficulté pour les patients, pour le corps médical, c'est que les mêmes mécanismes sont impliqués tant dans la formation de ce qu'on pourrait appeler les bons caillots, ceux qui nous protègent des hémorragies, et les mauvais caillots, ceux qui vont entraîner l'occlusion d'artères ou de veines. Alors dans ce caillot, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a trois composés fondamentaux. Il y a les globules rouges qui sont emprisonnés, il y a les plaquettes colorées ici en bleu, et alors ce maillage de fibrine. Maillage de fibrine qui est formé par cette complexe cascade de la coagulation qui, comme vous le savez, fait intervenir un certain nombre de facteurs, des protéines dans le sang, on les appelle les facteurs de la coagulation, numérotés de 1 à 13. Alors il a fallu quelques décennies pour essayer de comprendre comment toutes ces protéines interagissent et aboutissent à la formation d'un caillot. Pendant plusieurs dizaines d'années, on a considéré ce qu'on appelle la théorie classique de la coagulation sanguine, et vous vous en souviendrez, une voie extrinsèque, une voie intrinsèque, qui vont se combiner au niveau d'une voie commune, générer de la thrombine, et finalement, cette thrombine va faire en sorte que le fibrinogène est converti en fibrine et un caillot se forme. Ça, c'est le modèle qui a été établi, que l'on a enseigné pendant bien longtemps. Maintenant, il y a quand même certaines choses qu'on ne comprend pas lorsqu'on considère ces théories dites classiques, notamment si vous avez un déficit d'un des facteurs ici de la voie intrinsèque, notamment un déficit en facteur 9 ou en facteur 8, vous pourriez vous dire, mais l'autre voie peut totalement compenser et en quelque sorte annuler ce déficit. Telle n'est pas la réalité. On sait que les patients qui ont un déficit en facteur 9 et en facteur 8, en particulier les patients hémophiles, saignent abondamment. Cette théorie a été revue il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle maintenant le modèle révisé de la coagulation sanguine. On sait que ce qui enclenche le processus de coagulation, c'est un traumatisme qui va, lorsqu'une brèche vasculaire se forme, faire en sorte qu'une protéine qui se trouve à la surface de toutes les cellules extravasculaires se trouve exposée au facteur de la coagulation. Ceci va enclencher le processus, la formation d'une petite quantité de thrombine. Et vous voyez ici qu'il y a une sorte de boucle d'amplification qui va faire qu'une quantité majeure de thrombine est formée et que le caillot devient stable, résistant. Et au sein de cette boucle d'amplification, le facteur 8 et le facteur 9 jouent un rôle critique.
On comprendra dès lors que si le patient présente un déficit en facteur 8 ou en facteur 9, il ne peut compter sur ce mécanisme d'amplification, le caillot formé sera insuffisant et les patients seront à risque d'hémorragie. Alors l'hémophilie, c'est une maladie génétique. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur tous les détails génétiques de cette maladie, mais vous le savez que l'information génétique indispensable pour produire ces deux facteurs de la coagulation, le facteur 8 ou le facteur 9 qui font défaut chez les hémophiles, cette information, elle se trouve au niveau de l'extrémité du chromosome X. À partir de cette information, il est possible de produire ces deux protéines complexes, particulièrement le facteur 8 que vous voyez représenté ici. C'est une protéine extrêmement complexe, faite de multiples domaines, beaucoup plus grosse d'ailleurs que ne l'est le facteur 9. Ces deux facteurs sont indispensables pour la coagulation sanguine. Comme l'information génétique se trouve au niveau du chromosome X, eh bien l'hémophilie est une maladie qui affecte les hommes, appelés patients hémophiles, et qui est transmise par des femmes appelées conductrices ou porteuses. Et donc il est bien établi que par exemple toutes les filles d'un patient hémophile seront elles-mêmes conductrices ou porteuses, et pour les femmes qui sont elles-mêmes porteuses, la maladie sera transmise à leur descendance dans un ratio de 50-50, 50% de chances. Est-ce que des femmes peuvent être hémophiles? Oui, des femmes peuvent être hémophiles. Il y a des femmes qui présentent un déficit plus ou moins sévère en facteur 8 ou en facteur 9, parce que je vous rappelle, certes les femmes ont deux chromosomes X, mais de façon aléatoire, un de ces deux chromosomes X va être mis au repos, et il se fait parfois que c'est le bon chromosome X, celui qui n'est pas porteur de la mutation, qui est mis totalement au repos, et personnellement, je suis quelques patients qui ont un déficit extrêmement sévère en facteur 8 et en facteur 9. Alors l'hémophilie, elle est connue, elle jouit d'une sorte de statut particulier par son histoire. C'est une maladie royale, une maladie même impériale. Et vous voyez ici la famille du tsar que je vais détailler, qui fait que cette hémophilie est certainement la maladie génétique la plus célèbre. La conductrice, la porteuse la plus célèbre dans l'histoire, c'est la reine Victoria. Elle ne le savait pas, mais elle était conductrice ou porteuse de l'hémophilie. Elle a d'ailleurs transmis l'hémophilie à son fils Léopold, et c'est par ses petites filles que l'hémophilie était transmise dans plusieurs familles royales impériales en Europe, avec des conséquences politiques qui n'étaient pas négligeables. Notamment, l'hémophile le plus connu, c'est donc le fils du tsar Alexis. La famille espagnole a également été affectée. Alors vous voyez ici, pour ceux qui aiment bien les tabloïds anglais, vous voyez que la famille anglaise ici est totalement épargnée. Donc il n'y a plus eu de nouveaux cas, donc il n'y a plus d'hémophilie ici. Donc la famille royale britannique fait souvent la première page des tabloïds, mais ça ne sera plus pour l'hémophilie. Ça c'est clair. Alors, l'hémophile le plus connu dans l'histoire, c'est donc le fils du tsar, Alexis, entouré ici de ses sœurs. Alors, c'est quoi l'histoire de ce petit garçon? Eh bien, elle a été véritablement extrêmement marquée par cette hémophilie. Vous voyez qu'à l'âge de 8 ans, il se retrouve déjà dans une chaise roulante. Et vous voyez que vers l'âge de 10 ans, il adopte cette position qu'on pourrait considérer comme un peu prétentieuse. Vous voyez qu'il plie son genou. S'il plie ainsi son genou, c'est pas qu'il veut véritablement plier, c'est pas faire autrement. Il a déjà développé des séquelles au niveau articulaire, au niveau de son genou, une arthropathie hémophilique. Alors on sait que Raspoutine a joué un rôle dans toute cette histoire de l'hémophilie. Donc c'était un moine illettré, prétendu guérisseur, mais qui a quand même joué, on pourrait dire, un certain impact positif, puisqu'il a décidé à l'époque de priver donc le petit Alexis notamment d'aspirine, ce qui, a posteriori, n'était pas un mauvais choix, même si la validité de tous les autres traitements qu'il lui recommandait, eux, était bien plus douteuse. Alors, qu'est-ce que c'est comme type d'hémophilie? Ce qu'on peut, simplement en regardant les images, on a la certitude que c'est une hémophilie sévère, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de déficit en facteur 8 ou 9 dans ces familles royales. Et pourquoi est-ce que l'on peut dire ça? Simplement par la précocité des symptômes, notamment l'atteinte d'Alexis, qui vers l'âge de 8 ans était déjà sévèrement handicapé. Alors il y a des études qui ont été faites, publiées notamment dans Science en 2009, et nous avons, avec une collègue généticienne, retracé l'histoire de ça. Nous avions publié ça en 2010. Parce qu'on sait maintenant exactement de quel type d'hémophilie il s'agit. Vous savez que cette famille a été cruellement assassinée. Je vais passer rapidement mes diapositives. On a pu depuis retrouver des ossements, et notamment sur une première tombe identifiée en 1991, on a pu retrouver notamment les tombes de plusieurs sœurs et de plusieurs valets, mais cela n'a pas permis véritablement d'identifier le type de l'hémophilie. Il a fallu l'identification d'une seconde tombe en 2007 pour qu'on retrouve avec certitude des ossements qui appartenaient à Alexis. Et à partir de ces os, il a
été possible de retrouver l'anomalie génétique causale et on a pu identifier qu'il s'agit d'une hémophilie B, donc un déficit en facteur 9 sévère, et on connaît exactement l'erreur génétique. Très intéressant, quand on a décrit cette anomalie, tous les généticiens sont allés voir dans leur banque de données si on ne retrouvait pas des bâtards, un peu dans toute l'Europe. Moi personnellement, j'en ai pas. Dans les bases de données, il n'y en a pas beaucoup, sauf que récemment, on a quand même reçu un mail d'une dame aux États-Unis qui prétend que dans sa famille, quelqu'un est porteur de cette mutation. Donc peut-être, voilà, un bâtard va faire surface et je ne sais pas quelles seront les conséquences de tout ça. Hémophilie entraîne des hémorragies articulaires et musculaires. Et c'est ça la grande spécificité de cette maladie. Ce déficit en facteur 8, trouble très spécifique de la coagulation, va entraîner des hémorragies qui vont essentiellement affecter les muscles et les grosses articulations. Et donc le patient hémophile saigne essentiellement dans ses articulations. Et les grosses articulations, les genoux, les chevilles, les coudes. Et donc ça explique un peu la complexité du suivi de cette maladie, purement hématologique, mais dont les conséquences, les séquelles, touchent avant tout le système locomoteur. Alors ce qui fait la gravité d'une hémophilie, c'est le taux de facteurs, la quantité de facteurs résiduels qu'on va mesurer dans le sang. Il y a des patients qui ont une hémophilie dite sévère, c'est-à-dire que si on tente de doser le facteur 8 ou 9 dans leur sang, on n'en retrouve pas du tout. Ils ont moins de 1%. Et vous voyez, la conséquence clinique, elle est évidente. Ces patients, en l'absence de traitement, saignent jusqu'à 1 fois par semaine. Mais vous voyez également une constatation clinique évidente, dès que le taux de facteur est supérieur à 1%, la gravité des hémorragies chute de façon dramatique, ça tombe à 1 ou 5 épisodes hémorragiques par an. Alors ces hémorragies, elles touchent les genoux, les chevilles, les coudes, et vous voyez ici un jeune garçon roumain qui a fui son pays, espérant un meilleur salut en Belgique. Il nous est arrivé avec un genou extrêmement ravagé, et on a dû... avec le temps, avoir recours à une arthroplastie, la mise en place d'une prothèse de ce genou. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les patients hémophiles saignent dans leurs articulations, leurs genoux, leurs chevilles, leurs coudes? D'une part, par des mécanismes complexes, on peut démontrer que les facteurs 8 et 9 sont indispensables pour coaguler dans ces tissus que sont les tissus musculaires et les articulations. Il y a également des raisons mécaniques qui sont liées au mode de fonctionnement de ces articulations, notamment si vous réfléchissez au mode de fonctionnement de vos genoux, de vos coudes. Ces articulations fonctionnent un petit peu comme des charnières, et vous savez, on peut se coincer les doigts dans une charnière, mais la membrane synoviale peut également venir se coincer dans cette sorte de charnière présente dans ces articulations, ce qui va entraîner et à la suite perpétuer des hémorragies. Alors, ce sang qui va faire irruption dans les articulations des patients hémophiles va avoir des effets dramatiques, désastreux. Le sang est extrêmement corrosif, au niveau notamment du cartilage de ces articulations. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les mécanismes physiopathologiques, mais il est bien établi que la présence de sang dans une articulation n'est pas quelque chose de souhaitable. La présence de ce sang va susciter une cascade d'événements inflammatoires locaux avec le relargage d'une panoplie, d'une kyrielle de paramètres inflammatoires qui vont endommager l'articulation. Alors les patients hémophiles sont à risque d'hémorragie articulaire, musculaire, mais ils sont également à risque d'hémorragie plus particulière, intra-abdominale, l'hémorragie cérébrale, fréquente chez les tout petits enfants, notamment même parfois à la naissance ou dans le postpartum, ou à un âge plus avancé, ou des hémorragies notamment au niveau du muscle psoas. Donc ces complications hémorragiques peuvent être dramatiques. Parfois elles sont plus bénignes, avec simplement des hématomes, des ecchymoses, et ils ne sont pas rares. Les parents de jeunes hémophiles ont l'hémophilie de type sporadique, on ne la connaissait pas au sein de la famille, et ses parents parfois étaient taxés d'éventuelles maltraitances, ce qui est extrêmement difficile à supporter. Alors c'est une maladie rare, l'hémophilie. Rare parce qu'elle affecte plus ou moins 1000 patients en Belgique, plus ou moins 80 000 en Europe et 350 000 patients dans le monde. Donc c'est une affection rare, mais parmi les maladies rares, ce n'est pas la maladie la plus rare. 1000 hémophiles, et il faut savoir aussi qu'il y a en Belgique plus ou moins 5 à 6 000 conductrices ou porteuses de cette maladie. Il est important d'identifier ces conductrices parce que c'est elles qui vont déterminer l'avenir de cette maladie. Donc nous multiplions les initiatives pour identifier ces patientes, faire en sorte qu'elles puissent disposer de toute l'information nécessaire concernant les espoirs de traitement et éventuellement leur choix en cas de grossesse, c'est important. Et un gros travail reste à faire dans ce domaine. Alors à Saint-Luc, j'ai eu l'occasion, la grande opportunité de pouvoir m'intéresser aux troubles de la coagulation depuis 99-2000, et avec le temps, on a pu construire toute une équipe. Nous suivons actuellement près de 230 patients, et nous avons
la Belgique est fort critiquée actuellement, vu sa situation centrale, qui l'expose à plein de risques. Mais d'un point de vue scientifique, être central, je crois que c'est une réelle opportunité. Ça nous donne l'occasion de collaborer avec une foule d'organisations. Parce que pour de telles maladies, telles que l'hémophilie, ces maladies rares, c'est à travers des collaborations internationales qu'on peut se forger une réelle expertise. Nous suivons actuellement 230 patients. Et comment allons-nous classer ces patients? Nous allons les classer en fonction du type de déficit. Il y a beaucoup plus de patients hémophiles A qu'hémophiles B. En fonction de la sévérité, vous voyez qu'on a plus ou moins une centaine de patients hémophiles sévères. Et alors en fonction de l'âge. Et ici, je tiens à souligner un point important, c'est que vous voyez que nous avons de plus en plus de patients qui ont plus de 50 ans. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que tant de patients hémophiles peuvent atteindre l'âge de 50, 60, 70 ans. J'ai appris il y a peu de temps qu'il y avait en Angleterre un patient hémophile sévère âgé de 93 ans. Le traitement de l'hémophilie, c'est quoi le traitement de l'hémophilie? Le but du traitement, c'est de prévenir ces hémorragies, de les empêcher ou de les traiter le plus rapidement possible. Pas seulement les hémorragies articulaires, mais également les hémorragies musculaires et ces hémorragies intracrâniennes qui peuvent être à l'origine de séquelles à long terme extrêmement sévères. Le but de ce traitement, c'est de conserver l'intégrité des articulations et des muscles. Donc on va s'intéresser à la coagulation pour préserver un état locomoteur. Mais si on parvient à faire cela, on permettra à ces patients de poursuivre des activités physiques normales, une insertion sociale, une intégration personnelle, professionnelle et une excellente qualité de vie, parce que c'est ça qui compte, c'est pouvoir garantir à ces patients la meilleure qualité de vie possible. Comment arriver à cela? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence fondamentale entre les patients qui ont moins de 1% et ceux qui ont un tout petit peu de facteur 8 dans le sang. Et donc le but du traitement, c'est de substituer, de corriger ce déficit et de faire en sorte que ce déficit complet n'existe plus et que le patient puisse en permanence compter sur la présence d'une petite quantité de facteur 8 ou de facteur 9 dans le sang. Or, des progrès majeurs ont été faits, progrès majeurs mais qui ont également été marqués par des drames. En 1944, M. Cohn montre qu'on peut fractionner le plasma, en sortir certaines fractions, notamment une fraction du plasma qui a des propriétés anti-hémophiliques. En 1950, on utilise le plasma frais congelé. Mais bon, c'est une solution qui n'est pas parfaite. Donner du plasma avec tout ce qu'il contient pour cibler ou traiter un déficit très particulier, ce n'est pas la meilleure stratégie. En 1964, Judith Poole, en Angleterre, remarque que lorsqu'on a congelé du plasma et qu'on soumet ce plasma à une décongélation, on obtient un précipité. Un précipité au froid, on appellera ça le cryoprécipité, particulièrement riche en facteur 8. Et pendant longtemps, on va utiliser ce cryoprécipité pour traiter les patients. Donc plutôt que donner des grosses poches de plasma, on donnera un précipité à partir de ce plasma. En 1968, on parvient à purifier le facteur 8 à partir de ce plasma humain. Ce sont les premiers concentrés qui vont faciliter la vie des malades. Mais les drames surviennent, notamment en 1982, on décrit pour la première fois un cas de sida chez un hémophile. En 1983, on découvre le HIV, avec toutes les conséquences que l'on connaît. En Belgique, 50 patients auront été contaminés. Ils sont bien plus nombreux en Angleterre, encore plus nombreux aux États-Unis. On découvrira en 1984 que la seule chaleur, l'application, le traitement du plasma par la chaleur permet de tuer le HIV. Et puis, on développera avec des 85, des concentrés qui ne contiennent plus de facteurs, parce que les facteurs, des concentrés de facteurs qui ne contiendront plus de virus ayant été inactivés. Un second drame survient en 1989, on décrit alors l'hépatite C, et un test de dépistage devient disponible en 91, et je dois avouer qu'actuellement, tous mes patients hémophiles adultes traités avant 1990 ont malheureusement tous été exposés au virus de l'hépatite C. Ceci va faire en sorte, notamment en 1984, on a pu identifier le gène du facteur 8. Ceci va permettre de développer du facteur 8 synthétique recombinant, produit par biotechnologie, et de multiples sociétés pharmaceutiques vont se lancer dans l'aventure de produire ces protéines par génie génétique, des produits qui sont alors totalement synthétiques et dénués de risques infectieux. Et en 1998, c'est le premier essai de thérapie génique. Donc vous voyez une histoire faite de drames, des drames qui ont quand même suscité des améliorations majeures dans les traitements. Et le traitement de l'hémophilie, le voilà, c'est ce jeune garçon qui s'injecte à la maison, il a appris à se traiter, il s'injecte de lui-même du facteur 8 ou du facteur 9 dans le sang, il fait ça de façon régulière pour corriger son déficit. C'est un traitement qui doit être instauré le plus précocement possible et si possible poursuivi tout au long de la vie. Le problème de ce facteur, c'est voilà ce qui se passe. Ce jeune garçon va s'injecter du facteur 8, mais très rapidement ce facteur 8 va être éliminé du sang
Et il n'y a d'autre solution, si on veut corriger le déficit, que de répéter l'administration 2-3 jours plus tard. Donc ça, c'est la grande difficulté, et c'est la grande contrainte de ce traitement, c'est qu'il faut faire des injections. Donc c'est un traitement de correction, un traitement de substitution, de remplacement, mais ce n'est pas une guérison de la maladie. Et donc, la petite vie de ce garçon sera marquée par des injections répétées, mais on sait que si ce traitement est bien suivi, il permettra de prévenir, d'empêcher les hémorragies. Le problème de ce traitement, c'est le coût. Le coût de l'hémophilie est majeur. 1000 unités de facteur 8 coûtent 700 à 900 € en Belgique. Le coût d'un patient hémophile sévère, bien traité, qui va bénéficier de 2 à 3 injections par semaine, peut culminer à 200 ou 300 000 €. C'est un coût majeur pour la société. J'y reviendrai. D'où viennent ces facteurs 8 et ces facteurs 9? Deux sources, le plasma ou la biotechnologie. Compte tenu des épisodes majeurs de contamination dans le passé, vous ne serez pas étonné que nous privilégions la biotechnologie et les produits synthétiques. Mais d'autres traitements sont indispensables. Il ne faudrait pas réduire le traitement de l'hémophilie à des simples injections de facteurs. Certains patients doivent être opérés, la kinésithérapie joue un rôle important, et pour certains patients plus âgés qui n'ont pas bénéficié des traitements optimaux dans le passé, des chaussures orthopédiques apportent parfois un bénéfice majeur. Le bénéfice de tout cela, c'est l'espérance de vie qui n'a fait que croître. Elle a malheureusement été marquée par la perte de nombreux patients lors du HIV et encore aujourd'hui avec l'hépatite C. Les bénéfices du traitement, ils vont bien au-delà de la pure prévention des hémorragies. Ils permettent aux patients d'avoir des activités physiques. Et je suis souvent impressionné parce que les patients hémophiles peuvent accomplir en termes d'épanouissement de carrière professionnelle, comme si cette épée de Damoclès qui vous pend au-dessus de ces hémorragies, le fait que pendant toute votre vie, vous devez vous battre contre ce problème sanguin, vous donne une force intérieure extraordinaire. Les complications de l'hémophilie, je les ai abordées. La principale complication, mais qui dans l'avenir n'existera plus, c'est l'hépatite C et le HIV, deux épisodes infectieux qui ont malheureusement fait perdre la vie à de nombreux patients. Et aujourd'hui encore, nous perdons des patients adultes qui n'ont pas été efficacement traités pour le virus de l'hépatite C. Et une autre complication, un peu plus subtile, mais liée au traitement, c'est que chez certains patients hémophiles sévères qui ne connaissent pas, qui ne produisent pas de facteur 8, quand vous leur donnez du facteur 8 extérieur, exogène, bien certains patients ne l'acceptent pas. Ils réagissent vis-à-vis de ce facteur 8 comme un corps étranger, ils vont développer des anticorps neutralisants, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs. C'est une complication extrêmement sévère du traitement et difficile à maîtriser. L'hémophilie à travers la vie, eh bien, ça évolue énormément. L'hémophilie n'est plus une pathologie purement pédiatrique. C'est une pathologie qui touche l'adulte, les jeunes adultes, des adultes plus âgés et également des seniors, avec à chaque âge et pour chaque catégorie de patients des défis spécifiques. Personnellement, je suis extrêmement intéressé par la gestion des comorbidités, de tous les problèmes liés à l'âge qui nécessitent une approche bien spécifique. Comment traite-t-on un patient hémophile A sévère qui a 75 ans et qui fait de la fibrillation auriculaire, par exemple? Faut-il anticoaguler ce patient? Que fait-on avec un patient hémophile qui a besoin d'une arthroplastie de sa hanche, de son genou? Va-t-on lui donner une prévention antithrombotique après l'opération? Donc voilà, c'est également la richesse de la discipline, c'est que nous sommes confrontés à des patients et des patients qui diffèrent. Il est évident que l'état de santé des jeunes enfants bien traités est tout à fait différent de patients beaucoup plus âgés qui n'ont pas eu accès à ces traitements. La prise en charge, elle est multidisciplinaire et elle est complexe. Il faut tout faire pour centraliser les malades, mais la Belgique n'est pas toujours la meilleure terre de centralisation. Il faut avouer qu'il y a un certain libéralisme médical dans ce pays, mais il faut reconnaître, tout le monde ne sait pas traiter ces patients hémophiles. Et même si on veut perpétuer une certaine compétence, il faut centraliser les patients, et je me félicite que l'INAMI est en train, enfin, de prendre cela en main et d'exiger une centralisation des patients qui est déjà en cours dans de multiples pays depuis bien longtemps. Et également de faire en sorte que de multiples spécialistes nourrissent et cultivent un intérêt pour cette maladie rare et que cette connaissance soit acquise à travers des contacts avec de nombreux patients. Comment voulez-vous soigner des patients hémophiles si vous en envoyez un de temps en temps? Il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. La consommation de facteurs, eh bien, elle est importante. On estime qu'en fonction de la quantité consommée, en Belgique, on estime qu'on consomme plus ou moins 70 millions d'unités de facteur 8. Ça fait plus ou moins 7 unités par tête d'habitant. Ça veut dire aussi plus ou moins que chaque Belge paye plus ou moins 7 €.
pour le traitement de tous les hémophiles. Mais cela permet le traitement de tous les patients. Il est clair que dans des pays, il y a nettement moins, et là, les expectatives sont bien plus faibles. Et ça, c'est la cartographie de la consommation dans le monde. Eh bien, il est clair que les patients hémophiles sont bien traités dans les pays où il y a des ressources et où on investit. Ce n'est pas le cas, notamment pour certaines régions du monde, où là, vraiment, on ne fait pas grand-chose, notamment en Afrique. Et on estime la consommation de facteurs en l'exprimant en unités par tête d'habitant. Et vous voyez qu'en même en Europe, il y a de grandes variations. La Belgique est plus ou moins autour de 6-7 unités par tête d'habitant, mais certains pays font mieux, d'autres pays font moins bien. Alors, le coût est majeur, le coût est exorbitant. Qu'est-ce qui détermine le coût des traitements? Il est propre à chaque système de santé, à l'organisation des soins, à la compétition qu'on impose à l'industrie pharmaceutique et aux ressources propres à chaque pays. Alors, ici, j'ai pris, c'est une dia touffue, vous voyez peut-être pas, mais ça vient de sortir, c'est l'INAMI qui a sorti ces chiffres, c'est le top 25 des médicaments les plus coûteux dans ce pays. Et vous voyez, l'hémophilie a mauvaise presse. Elle est ici 4e. Ça coûte cher, l'hémophilie. Oui, ça coûte cher. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, personnellement, on peut faire quelque chose. Et la Belgique doit réagir. Je l'ai déjà personnellement dit à l'INAMI. Vous voyez comment, en Europe, on parvient à négocier le prix de ces médicaments coûteux. En Angleterre, notamment, on a mis en place un tender process. On met les compagnies pharmaceutiques, les sociétés pharmaceutiques en réelle compétition les unes avec les autres et on pousse les prix vers le bas. Mais c'est limité à certains pays. Vous voyez que la plupart des pays ici en bleu ne suivent pas ce processus. L'impact de cela, il est majeur. Regardez, dans certains pays, regardez la variation de prix à l'unité. Elle va de 0,28 à 1 euro l'unité. Ça veut dire qu'on pourrait économiser énormément d'argent en confrontant les sociétés pharmaceutiques, mais ceci nécessite une structuration des soins dont on est bien loin en Belgique, malheureusement. Certains pourraient dire, lançons-nous dans les génériques. Les génériques ne sont pas applicables à l'hémophilie. Pourquoi? Le facteur 8, c'est une molécule complexe produite par biotechnologie. On a ici affaire aux biosimilaires et il faut reconnaître qu'il est extrêmement difficile de produire ce type de molécules. Et donc le problème des biosimilaires prend ici toute sa signification. Je crois qu'on ne peut pas compter sur des biosimilaires pour traiter les hémophiles à court terme. Les traitements de demain, pour terminer, l'histoire de l'hémophilie, elle est parcourue de développement. Quand on voit le gain en termes d'espérance de vie, quand on voit tout ce qui a été gagné, quand on voit la qualité de vie des enfants actuellement, mais les progrès continuent. Et le but de ces traitements, c'est quoi? C'est surtout de développer des traitements moins contraignants, des traitements qu'on puisse donner par d'autres voies que la voie intraveineuse, des produits moins coûteux, et éventuellement guérir la maladie. Pourquoi pas guérir? Pourquoi pas nourrir cette ambition? Alors, il y a une foule de stratégies, je pourrais y consacrer toute la journée, dont le but est d'agir sur ce facteur 8, de le modifier, de le rendre plus fort, plus costaud et hémostatiquement plus actif. La thérapie génique. La thérapie génique, c'est également une autre voie. Était publié en 2011 cet article dans le New England qui documentait donc les succès d'un essai de thérapie génique pour l'hémophilie B en Angleterre. Et c'est vrai que la thérapie génique ouvre des voies, mais il y a quand même pas mal de difficultés, notamment pour le facteur 8, c'est une si grosse molécule, il est très difficile d'intégrer cette molécule dans des vecteurs viraux. La thérapie cellulaire, notamment en utilisant des cellules souches de foie, eh bien c'est ce que nous essayons de faire à Saint-Luc avec l'équipe du professeur Sokal. Le professeur Sokal a acquis une grande expertise dans les cellules souches hépatiques. Nous essayons actuellement d'appliquer cela à l'hémophilie et nous avons récemment traité un patient avec cette approche, avec des premiers résultats qui semblent être assez prometteurs. Il y a d'autres choses aussi. Une équipe japonaise, c'est une approche extrêmement originale. Cette diapositive est compliquée, mais elle n'est pas si compliquée que ça. Ce que fait le facteur 8. Le facteur 8, il est cette espèce de maille dans la cascade de la coagulation entre le facteur 9 et le facteur 10. Une équipe japonaise a eu l'idée de se dire, eh bien on va remplacer le facteur 8 par un anticorps qui va en quelque sorte jouer les entremetteurs entre le facteur 9 et le facteur 10. Et ils ont pu produire ce type d'anticorps qui a la vertu d'avoir une demi-vie très longue et de pouvoir être administré par voie sous-cutanée. Le problème de tous ces développements, c'est qu'il y a peu de patients et les patients ne sont pas toujours très enthousiastes pour participer aux études cliniques. Donc nous avons lancé cette initiative, Participer to Innovate, parce que la participation des patients aux études est critique et nous avons, il faut reconnaître, dans toute l'Europe des problèmes de recrutement. L'hémophilie dans le monde, eh bien il y a 350 000 hémophiles dans le monde. En Belgique, le problème est sous contrôle, je vais dire, mais dans les pays moins développés, c'est des situations souvent dramatiques.
Je vous ai déjà montré cette diapositive avec la consommation de facteurs, notamment en Afrique. Et vous voyez ici, je vous ai montré tout à l'heure une dia avec des résultats très optimistes. Vous voyez, dans tous ces pays africains, il n'y a quasi pas de facteur 8. Comment voulez-vous traiter des hémophiles quand il n'y a pas de traitement disponible? Et les conséquences sont majeures. Vous voyez comment ce jeune garçon va traiter ses hémarthroses du coude et comment l'état de santé de ce jeune garçon ici en Côte d'Ivoire que nous avons rencontré il y a 2 ans. Et dans cette perspective, il y a là, dans ce contexte, la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui est l'association de patients, à mon avis, la plus dynamique dans le monde, fait tout, multiplie les initiatives pour combler ce fossé entre les pays développés et les pays moins développés. À notre échelle, au niveau des cliniques Saint-Luc, nous avons des collaborations, nous avions un tuning avec la Roumanie et nous avons maintenant un tuning avec la Côte d'Ivoire. Aller en Côte d'Ivoire nous enseigne énormément sur la maladie. Elle nous montre ce que cette maladie peut faire, causer quand elle n'est pas traitée, parce que des cas aussi dramatiques, nous ne les voyons plus en Belgique, mais il faut reconnaître que ce type de jumelage est extrêmement compliqué. Alors, c'est vrai que cette maladie nécessite une expertise en coagulation, de multiples expertises médicales, mais on ne peut suivre les patients hémophiles que s'il existe des associations de patients. L'association belge de l'hémophilie, l'AHVH, a été une des premières associations de patients créées dans le monde, une des plus dynamiques, qui était vraiment à l'origine de la création de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et j'avoue que je ne serais pas ici en train de parler devant vous si l'AHVH n'avait pas fait tout ce qu'elle a fait au cours des dernières décennies, notamment en se battant pour garantir l'accès au traitement aux patients. Ces associations se réunissent au niveau européen, dans un consortium européen, et la Fédération mondiale de l'hémophilie est une véritable machine de guerre en tant que fédération de patients qui fédère toutes ces associations au niveau global. Alors nos objectifs et nos rêves, quand on a un intérêt pour l'hémophilie, c'est de prévenir tous les saignements possibles. C'est notre objectif de pouvoir annuler tous les saignements. C'est aussi de guérir tous ces patients qui ont une hépatite C, en faisant en sorte que les critères de remboursement dans ce pays évoluent. C'est des traitements plus faciles à administrer, c'est guérir la maladie, parce que le traitement actuel corrige de façon transitoire, mais ne guérit pas. C'est influencer le développement de ces fameux anticorps, ces inhibiteurs, mais c'est surtout de promouvoir la qualité de vie, l'épanouissement personnel. Les conductrices, je vous en ai parlé, il y a tout un travail à faire, et également promouvoir une meilleure connaissance de l'hémophilie par les non-hémophilologues et les non-hémophiles, et je vous remercie encore pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de vous donner cet exposé. Alors, je terminerai par 1 ou 2 diapositives, des contributions. J'ai une équipe, on a mis sur pied une équipe dynamique, et on publie pas mal dans ce domaine. Je n'ai pas un laboratoire de recherche pure d'hémophilie, parce que vous voyez la multidisciplinarité, c'est à travers des collaborations internes et externes que nous travaillons en génétique sur la qualité de vie. Nous faisons des études de la marche extrêmement complexes, nous étudions les implications économiques, nous produisons des guidelines qui, je crois, ont leur intérêt. Nous collaborons également à un gros congrès d'hémophilie par une association qui s'appelle l'IAT, dont je deviendrai le président en 2016, et qui est un congrès qui maintenant réunit plus de 1000 personnes. Et si vous voulez, après cet exposé, redécouvrir l'hémophilie en images, il y a un petit film que nous avons fait il y a quelques années, qui est sur YouTube, qui connaît un succès majeur, et je vous invite à aller le voir. Ce petit film, c'est 15 minutes, il existe même une version 3D, qui vous permet de voyager dans les vaisseaux sanguins et de véritablement apprécier ce qui se passe quand le facteur 8 ou le facteur 9 font défaut, et surtout les perspectives qui sont ouvertes quand ce déficit est corrigé. Je m'arrête ici et vous remercie une fois de plus pour votre attention. Je vous remercie, monsieur Ramos, pour votre excellente lecture. Et d'emblée, je passe la parole à l'audience pour les questions. Madame Rose, vous avez levé la main la première. Merci, je voulais aussi féliciter Cédric pour cet exposé très didactique. Une question toute simple, c'est quelle est l'incidence des patients qui développent un inhibiteur et comment tu approches ces patients qui ont un inhibiteur de facteur 8? Donc l'incidence est plus ou moins de 20 à 30%. C'est-à-dire que sur 10 jeunes enfants hémophiles sévères, on leur donne du facteur 8, le risque est que 2 à 3 sur 10 de ces enfants développent un anticorps, actuellement. Mais il y a de grandes variations. Certains centres, certains pays rapportent des incidences plus faibles, autour de 15%, d'autres autour de 40 à 45%. Alors, est-ce que c'est quelque chose
d'inéluctable, probablement pas. Peut-être qu'on peut influencer le développement de ces anticorps en évitant des traitements trop agressifs, en choisissant les meilleurs traitements, en instaurant le traitement précocement, mais il y a probablement une fatalité pour certains patients qui, quoi qu'on fasse, développeront ce type d'anticorps, surtout ceux qui ont des défects génétiques extrêmement sévères. Maintenant, quand ces patients développent un anticorps, est-ce qu'on a des façons de le traiter? Oui, on peut appliquer ce qu'on appelle une désensibilisation, donc on va bombarder l'organisme de facteur 8, donc des quantités énormes de facteur 8 qui vont en quelque sorte saturer le système immunitaire, qui vont faire en sorte que le système immunitaire qui n'était pas tolérant devienne tolérant. C'est ce qu'on appelle la tolérance immune. Mais ce sont des traitements qui coûtent une véritable fortune. Le patient le plus coûteux que j'ai personnellement traité, l'éradication a coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros. Parce qu'il faut donner des quantités majeures de facteurs tous les jours pendant plusieurs mois. Mais quand on donne ce traitement, on n'empêche pas les hémorragies, donc il faut utiliser d'autres stratégies pour malgré tout court-circuiter le déficit en facteur 8, et on dispose d'autres traitements, mais également coûteux, qui permettent de coaguler quand le facteur 8 est neutralisé et n'est pas disponible. Et donc c'est quelque chose qui nécessite une réelle expertise vu sa complexité. Merci. Monsieur Burki. Félicitations, monsieur. Donc, si je vous comprends bien, c'est bien le foie qui produit ces facteurs. Oui. On peut aujourd'hui prendre des cellules souches induites, les différencier complètement en cellules de foie, vérifier en culture que vous n'avez pas affaire à des cellules tumorales. Est-ce que ce ne serait pas là la solution à votre problème? Ben donc c'est ce qu'on essaye de faire avec l'équipe du professeur Sokal. Donc on a des données in vitro qui suggèrent que ces cellules souches du foie se différencient et même produisent une petite quantité de facteur 8 ou 9. Ça, on a des données pour ça. On a infusé un certain nombre de ces cellules chez un patient. Ces cellules se sont distribuées dans tout l'organisme, surtout dans les poumons, et puis sont allées se mettre dans le foie. Et on a même détecté, chose inattendue, certaines de ces cellules sont allées se loger dans une articulation de la cheville qui était abîmée. Quelque chose d'inattendu. Maintenant, ce patient a moins saigné, mais la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas détecté de facteur 8 dans son sang de façon suffisante. Donc, est-ce qu'il en a produit un tout petit peu qu'on n'a pas pu détecter? Mais ce patient est très clair, pendant 3 mois, il a nettement moins saigné. Donc, on doit continuer cette approche, mais ce n'est pas si évident que ça. Mais c'est une éventuelle perspective. C'est une perspective. Et la thérapie génique est une autre perspective. Oui, oui, je sais bien. C'est probablement une bonne piste. C'est une bonne piste. Monsieur Boulet, vous avez une question? Oui, je peux vous poser une question naïve parce que je suis neurologue. En fait, moi j'ai soigné plusieurs patients qui avaient une maladie génétique différente qui est l'amyloïdose portugaise par mutation d'un transthyrétine et qui est une protéine hépatique que l'on traite par greffe de foie. Et puis c'est à l'origine des greffes. Les greffes domino, c'est en français, comme ça. Pas des fonds là, j'imagine qu'on a imaginé. Donc la greffe de foie, on a quelques patients qui ont été greffés du foie. Ils n'ont pas été greffés pour leur hémophilie, ils ont été greffés parce qu'ils avaient développé un cancer du foie. J'en ai encore vu un hier. Donc ce monsieur a développé un cancer du foie, il a été greffé d'un foie et il a eu un double bénéfice puisqu'il a été traité de son cancer du foie et il n'est plus hémophile. Mais bon, maintenant, ça c'est un cas, une success story. Maintenant, on peut aussi perdre d'autres patients par une greffe de foie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en routine pour traiter l'hémophilie actuellement. Considérant que le risque de la greffe sont quand même difficilement acceptables, d'autant plus quand on voit l'efficacité des traitements. Maintenant, faire des greffes auxiliaires ou des choses comme ça, pourquoi pas? Mais moi, je ne suis pas spécialiste de la greffe, mais ça reste quand même un geste. Et maintenant, est-ce que c'est là qu'il faut mettre la priorité quand on voit les traitements disponibles? Mais il est clair que les patients qui ont été greffés du foie sont guéris de leur hémophilie. J'ai une question. Vous avez parlé du traitement. Vous parlez de la prévention, si je puis dire. C'est une maladie transmissible, génétiquement transmissible. Est-ce qu'on envisage éventuellement un jour d'agir à ce niveau pour éviter la transmission du gène et ce au niveau du patrimoine génétique? On connaît donc déjà, il y a beaucoup de familles. Il y a beaucoup d'hémophiles qui naissent parce qu'il y a l'hémophilie dans la famille. Donc il y a tout un travail d'identification des conductrices et d'information des conductrices, en respectant leur choix. Donc là, il y a tout un travail, il y a plus ou moins 5000 conductrices dans ce pays, il y en a beaucoup qui n'ont pas consulté, donc il y a tout un travail d'identification et d'information. Maintenant, il y a aussi des cas d'hémophilie totalement sporadiques qui sont, je ne vois pas très bien comment
Parce que la petite histoire, si j'ai encore 30 secondes, comment est-ce qu'une femme d'habitude devient conductrice? C'est parce que dans un des spermatozoïdes à partir duquel elle a été conçue, une mutation s'est produite. Donc d'habitude, quand il y a un hémophile qui naît, le coupable, ce n'est pas la maman, c'est le spermatozoïde du grand-père maternel. Donc ça, comment voulez-vous savoir si cette dame est conductrice ou non? Ça, c'est pas possible. Donc l'hémophilie existera toujours. Et là, sa prévalence, son incidence sur le globe est la même dans toutes les populations. Et c'est aussi lié à cette localisée à l'extrémité du chromosome X, une zone quand même assez instable, fragile. On dirait que là, les gènes font souvent la fête. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci beaucoup. Par rapport aux femmes conductrices et qui vont éventuellement devenir enceintes, est-ce que c'est l'allongement de la PTT qui doit nous alerter, ou est-ce que c'est... Non, si on veut savoir si une femme est réellement conductrice, il faut aller au test génétique. Parce que, bon, si elle a un déficit en facteur, là on peut le soupçonner, mais la plupart des patientes conductrices n'ont pas de déficit en facteur. Donc la seule façon, c'est de connaître l'anomalie génétique. Parmi tous nos patients, nous avons fait le travail, on a identifié la mutation chez quasi 98% de nos patients, ce qui nous permet de faire un dépistage systématique dans toute la famille. Il y a quelques patients chez lesquels on ne connaît pas encore la mutation, et quand on connaît la mutation, il faut faire en sorte que toute la famille en bénéficie. Maintenant, ce n'est pas toujours une démarche qui est bien acceptée. Et est-ce que la PTT est allongée? Non, il est chez une conductrice, la plupart des conductrices, le TCA, la PTT est normale, sauf si cette conductrice a un déficit en facteur. Donc vous ne pouvez pas dire à une conductrice d'hémophilie, oui, une dame, votre test de coagulation normale, vous n'êtes pas conductrice. Non, il faut aller au gène. Il faut aller au gène. Oui, je vous en prie, donnez le micro, viens. Il semble que ce soit toujours le taux de céphaline qui soit perturbé dans les facteurs. Oui, donc si vous avez un déficit en facteur 8 ou en facteur 9, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est un allongement de ce qu'on appelle le temps de céphaline. Théoriquement, il est allongé, il est très allongé chez un patient hémophile sévère. Mais parfois, on peut être pris au piège. Moi, j'ai pas mal de patients qui ont un léger déficit et un temps de céphaline qui est très peu allongé. Mais c'est vrai qu'on est en salle d'urgence, un petit garçon s'amène, il a un tableau un peu hémorragique inhabituel, on mesure son temps de céphaline, il est à 80 ou 90 secondes, le diagnostic d'hémophilie est quasi posé. Quasi posé. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie une fois de plus pour la clarté et l'intérêt de votre exposition. Merci beaucoup.